retour dans l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing, et Adam Azeizi, consultant bancaire, en stratégie bancaire. Merci à vous d'être restés sur ce plateau. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Et aux Comores, alors que le dépouillement des bulletins de vote est toujours en cours au lendemain de l'élection présidentielle, la situation reste particulièrement tendue mais aussi très confuse. Ce dimanche, le jour du scrutin, plusieurs incidents ont été dénoncés, bourrage d'urnes et assesseurs n'ayant pas reçu leurs accréditations à la Grande Comore, mais aussi sur l'île de Moélie pour accéder au bureau de vote. Autre incident, et cette fois beaucoup plus grave, l'armée qui aurait tiré à balles réelles sur les populations. L'opposition fait état de 5 personnes blessées, dont 3 par balle. Des informations démenties par le pouvoir. Mais du côté de l'opposition, le pouvoir du président Azali Assoumani est allé beaucoup trop loin. L'opposition accuse le camp présidentiel de coup d'État électoral. Corinne Comdem. L'archipel des Comores était sous haute tension ce dimanche 24 mars alors que plus de 300 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle anticipée. Scrutin auquel le président sortant Azali Assoumani, candidat à sa propre succession, s'est engagé à remporter dès le premier tour. Les 12 adversaires du chef de l'État dans ce scrutin accusent le président sortant de dérive autoritaire et crient au hold-up électoral. Ce qui s'est passé sur l'île d'Anjouan, ce qui s'est également passé à la Grande Comore. Vous savez que les censeurs ont été exclus des bureaux de vote. Depuis le matin, nous avons cherché à rencontrer le président de la CENI, mais il a refusé. En ce qui concerne l'île d'Anjouan, il y a des morts et des blessés. Nous déclarons donc auprès des Comoriens et de ceux qui aiment les Comores que nous, membres de l'opposition, nous ne reconnaissons pas la gouvernance du colonel Assoumani, ni son gouvernement, et à partir de maintenant, pour nous, il est illégitime. En effet, dès l'ouverture à 8h GMT des 731 bureaux de vote de l'archipel, l'opposition comorienne a fait état de graves irrégularités dans les îles d'Anjouan, en majorité hostiles au président Azali Assoumani, et de Moélie. Selon un responsable de la commission électorale, une dizaine de bureaux de vote anjouanais auraient été saccagés. Les 12 adversaires du président Azali Assoumani ont par ailleurs appelé le peuple à résister et à se mobiliser contre des fraudes en cours lors d'une manifestation. Aucune urne ne doit parvenir au palais du peuple. Je vous demande à tous de nous rejoindre au palais du peuple immédiatement. Chers militants et militantes, empêchez tous les caisses d'arriver à Moroni. Vous savez ce qui s'est passé depuis le matin dans Anjouan Moélie à la Grande Comore. Nous vous appelons tous de nous rejoindre à Moroni au Palais du Peuple. Depuis le référendum constitutionnel de juillet 2018, le climat politique comorien s'est singulièrement dégradé. Adopté avec 92,74% de oui, cette révision de la Constitution a permis au président Assoumani de renforcer ses pouvoirs, l'autorisant notamment à effectuer 2 mandats successifs au lieu d'un. Il a ainsi mis un terme à la règle phare de la présidence tournante comorienne. Depuis lors, le président enchaîne des mesures dénoncées par l'opposition comme étant une dérive autoritaire, l'interdiction de manifester étant l'une d'elles. Alors, une situation particulièrement tendue donc aux Comores, Willy Elfej Miabatoussa. Alors, des mobilisations ont eu lieu ce lundi, notamment dans la capitale Moroni, et les forces de l'ordre seraient intervenues et ont dispersé violemment les partisans de l'opposition. Une situation donc particulièrement volatile encore ce soir aux Comores, Willy Elfej Miabatoussa. Une situation volatile et inquiétante surtout. Inquiétante parce que on voit clairement aujourd'hui que les signes annonciateurs ne sont pas positifs quant à l'issue de ce scrutin. On a un usage de ce que l'on voit disproportionné de la force, rajouté à ce qui a précédé, à savoir déjà le fait d'organiser de manière anticipée ces élections, le référendum qui a vu augmenter les pouvoirs de M. Assoumani. C'est clairement inquiétant et je ne sais clairement pas comment l'opposition compte faire pour aboutir à une situation consensuelle dans la mesure où l'État est en train de durcir le temps et montre peu de velléité de vouloir apaiser le climat. Adam Azeizi, alors une opposition qui se veut
unis face à la situation. Cela illustre la gravité peut-être de la situation et voilà, aux Comores quand même connues pour des décennies d'instabilité. Unis, pour l'instant, c'est un vœu qui n'a pas encore été réalisé, puisqu'aujourd'hui on a presque 12 candidats en face du président actuel, et il y a une volonté de mettre en place une candidature unique qui n'a pas encore été formalisée. Alors, non, il ne s'agit pas d'une unité, bien sûr, pour une candidature unique, mais en tout cas un mot d'ordre qui les rassemble, à savoir le rejet des résultats qui devraient être publiés d'ici vendredi. Aujourd'hui, il y a un consensus par rapport à cela, à savoir que ces résultats aujourd'hui et ces élections créent une certaine instabilité par rapport à un ordre assez précaire qui est régné en Comores. Comores, c'est quand même un pays qui est indépendant depuis 1975 et qui a connu une dizaine de coups d'État. Donc ce calme précaire a été instauré grâce à la présidence tournante qui avait été initiée à partir de 2001 et qui aujourd'hui a été abandonnée suite au référendum de 2018, permettant à un président venant de la même île, c'est-à-dire Grand Comore, de se présenter encore pour 2 prochaines élections, donc, et recréant une certaine instabilité. Il faut savoir que le Comore, l'Union nationale est fragile, il y a des volontés séparatistes au niveau des principales îles. Donc ce qui rassemble aujourd'hui l'opposition, c'est le président actuel qui pour eux est une menace pour cette stabilité, et donc c'est le facteur commun de le rejet de la présidence actuelle. De la présidence actuelle, et ce que ça pourrait amener dans le futur selon la conception et selon la vision de l'opposition, qui est une sorte d'instabilité et une concentration du pouvoir autour d'une seule région, qui est les Grandes Comores, terre d'origine du président actuel. Donc voilà, c'est vraiment la principale source de l'opposition, c'est le fait d'évoluer vers une présidence assez renforcée et une perte de démocratie, de représentativité. Une vision que ne partage pas forcément peut-être toute la population, mais parce que certaines personnes considèrent que le président Assoumani aujourd'hui s'est engagé dans des réformes économiques pour pouvoir créer, relancer l'attractivité des Comores. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce dont a besoin les Comores pour pouvoir poursuivre cette démarche de réforme et pouvoir encourager les investisseurs étrangers à venir, des investisseurs qui réclament stabilité et sécurité, et ce n'est pas ce qu'aujourd'hui vers lequel se tournent les Comores. Pierre-Franklin Tavares, est-ce que le fait que les incidents qui ont été dénoncés se soient produits dans des fiefs qui ne sont pas forcément favorables au président Azali Assoumani, fiefs dans lesquels l'armée serait intervenue avec des blessés qui ont été dénoncés par la société civile mais aussi par l'opposition, est-ce que cela ne vient pas finalement légitimer la thèse soutenue par l'opposition, à savoir que le président Azali Assoumani veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, finalement? Alors moi je dirais 2 choses, si vous me permettez, avant de répondre à votre question. La première, c'est que nous ne sommes pas en présence d'une seule élection, nous avons un double scrutin. À la fois un scrutin sur la présidentielle, celle à propos de laquelle tous les regards sont concentrés, et en même temps une élection sur les gouvernorats. Il faut saisir la nuance qu'il y a entre ces deux. D'abord, il faut rappeler qu'elles existent, une double élection. Oui. La nuance aussi, parce qu'au terme de la Constitution, c'est le gouverneur de la Grande Île qui, en cas de vacance du pouvoir, succède au chef de l'État. Or, il s'agit d'une femme. Nous sommes dans le mois de mars, dans un mois qui est consacré aux droits des femmes. Je considère donc, pour ce qui concerne la seconde élection sur laquelle personne ne prête attention, comme en RDC, personne n'a vu venir la chose. Donc les législatives, voilà, donc il faut avoir un regard un peu plus vigilant, premièrement. Deuxièmement, pour commencer à répondre à votre question, je dirais l'armée a pour vocation autre chose que le maintien de l'ordre. En général, c'est les gendarmes et les policiers qui sont. Que l'armée elle-même intervienne, ça pose déjà un problème de régulation de l'État, des grandes missions de l'État. La troisième chose, c'est qu'il est maintenant presque de coutume, depuis une dizaine d'années en Afrique, que les crises post-électorales précèdent les élections. Et ça, aujourd'hui, nous sommes dans ce cas de figure. Quatrièmement, je le rappelle toujours aux oppositions africaines, il faut être capable d'anticiper.
On n'entre pas dans une élection comme on entre dans une baignoire pour prendre un bain. Il faut se préparer à l'avance. Il faut un minimum de cohérence. Il est incompréhensible pour les Comores, qui, je rappelle, est un État qui a toujours été instable. Depuis l'accession à l'indépendance, qui a vu en même temps la partition avec Mayotte, nous sommes, si on tient compte de ce que vient de dire l'opposition, nous sommes au 21e coup d'État. Hein? Par conséquent, c'est un pays qui, quasiment tous les 2 ans, est en difficulté. C'est un pays pauvre de l'Afrique de l'Est. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Le PIB, c'est 830 $ à peu près par habitant. Et donc, par conséquent, on doit être capable de regarder cela avec beaucoup de vigilance. 1, il est anormal qu'un scrutin se déroule sous cette forme-là. 2, il est anormal que pour un pays de 300 000 électeurs, on attende une semaine pour avoir des résultats. Et 3, il faut qu'on ait une opposition qui soit un peu plus cohérente. 12 candidats pour une opposition contre un chef d'État que par ailleurs on dénonce comme étant un dictateur, un faiseur de coups d'État, c'est une absurdité. Donc l'opposition ne doit pas s'étonner de cela. Et deuxièmement, pour moi le risque le plus grand, c'est qu'on parle de Mohéli, on parle d'Anjouan, mais on sait que le clivage il est aussi religieux. Hein, c'est les sunnites à la Grande Comore, et puis sur Anjouan, c'est le chiisme, avec le président Sambi, que je connais d'ailleurs. Hein. Personnellement. Alors par conséquent, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à cela. Je crois que la classe politique comorienne devrait avoir une vision d'elle-même d'abord, comme devant être au service de sa nation, avec des projets cohérents. Mais tant que cela ne va pas advenir, on aura à la fois des gens qui, pour diriger, auront besoin d'un minimum de force. Et c'est regrettable. Et c'est regrettable. Hein. Donc moi, je suis plus pour un grand débat national aux Comores, et que de 1975 à 2020, franchement, les Comores, maintenant, s'organisent pour sortir de l'état de désobligeance dans lequel le pays est, avec la pauvreté, avec les maladies. Willy El-Fej Miaba, tout ça. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On connaît la tradition, je dirais, on va appeler ça putschiste du pays, puisque d'ailleurs M. Assoumani lui-même est arrivé au pouvoir la première fois par la force, on va dire. Et effectivement, on se pose encore la question de la responsabilité des oppositions en Afrique, puisque malheureusement, les attitudes, on va dire, les dérives autoritaires que l'on observe ici et là, sont devenues aujourd'hui monnaie courante dans certains pays d'Afrique. Donc alors, se pose la question de savoir comment, en fait, les oppositions se concertent-elles en amont, parce que vous l'avez si bien rappelé, ils pointent du doigt un certain nombre de dysfonctionnements en allant jusqu'à traiter leur président de dictateur. Alors, comment est-ce qu'elles font pour anticiper ça? Parce que, de toute manière, aujourd'hui, c'est devenu comme une tradition. Morbide, certes, mais ça reste une tradition dans certains pays qui est ce type de conflit. Parce que ça crée finalement une forme d'inconséquence et, au final, ils se retrouvent, j'ai l'impression, pris à un jeu assez malsain dans la mesure où celui qu'ils ont en face d'eux, pour la plupart, et là c'est le cas aux Comores, dispose des moyens d'État. Car il faut aussi rappeler que la campagne menée par M. Assoumani, il est de notoriété générale qu'il a largement usé des moyens d'État. Donc ça soulève un certain nombre d'interrogations et surtout la question que je poserai aux Comoriens, c'est comment est-ce qu'ils se projettent sur les années à venir? Est-ce qu'ils veulent rester sur cette logique selon laquelle le pays subit de manière assez récurrente des crises d'assez grande ampleur, ou est-ce que on veut mettre à plat certaines choses et peut-être aller de l'avant? Adam Azizi, est-ce que finalement les Comoriens ne sont pas quand même quelque peu pris en étau comme ça? Voilà, on parle de fraudes qui ont été dénoncées même par des confrères qui se trouvent sur place. On parle également d'un usage excessif de la force de par les forces de sécurité. Est-ce que combien même l'opposition serait parvenue à un candidat unique, les Comoriens n'allaient pas aboutir comme ça sur une situation similaire? Alors on ne peut pas bien sûr refaire l'histoire, mais au regard de la situation, on se demande si les choses n'étaient pas déjà jouées d'avance. Vous faites bien d'utiliser le terme prise en étau, c'est bien le cas. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette fronde, ces tensions politiques qui sont entre les différents représentants politiques venant des différents courants et régions composant les Comores ne sont pas
le principal besoin exprimé par les populations comoriennes qui aujourd'hui sont à la recherche du minimum vital pour vivre. On est dans un pays qui souffre drastiquement d'une faiblesse en termes de ressources, électriques, économiques, en termes d'infrastructures. Donc c'est un pays qui aujourd'hui, vous avez parlé du PIB, mais aussi en termes de développement humain, qui fait partie des pays les plus faibles en termes de développement humain. Et les Comoriens aujourd'hui recherchent deux choses principalement. Un équilibre économique et pouvoir vivre correctement de leur travail et une justice sociale. Deux choses aujourd'hui qu'ils estiment ne pas avoir de réponse satisfaisante de ce qui existe aujourd'hui, et ne cherchent nullement rentrer dans une guerre conflictuelle entre partis politiques, entre représentants de courants. Donc aujourd'hui, la solution comme vous évoquez, monsieur, c'est aboutir à une discussion, à une sorte de grand débat national au niveau des Comores, entre les différentes fractions, pour essayer de présenter les différentes craintes soulevées par les représentants politiques, notamment en termes de représentativité ethnique, régionale, que peut menacer ces nouvelles élections, et aboutir à un consensus, à un équilibre et une réponse à toutes ces craintes. Aujourd'hui, ce débat n'a pas eu lieu. Les élections ont été considérées comme ayant été accélérées, brusquées, voire manipulées. Il faut lever ces doutes et éviter que le Comore ne rentre dans une période de conflit qui serait néfaste pour tout le monde, opposition et pouvoir inclus. Alors, malgré les témoignages, on a entendu ce dimanche le pouvoir en place, par la voix de son ministre de l'Intérieur, dire que le scrutin s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'incident, ni en Anjouan, ni sur la Grande Comore. Alors, est-ce que le pouvoir va encore pouvoir longtemps ignorer, ou en tout cas masquer la situation telle qu'elle se présente actuellement aux Comores? On a eu quand même énormément de témoignages, des vidéos, des confrères qui sont sur place, et les Comoriens sont parfaitement au courant à l'heure actuelle de ce qu'il se passe précisément ici et là à travers le pays. Comment expliquer que le pouvoir comme ça continue de masquer ce qui se passe, en tout cas dans leurs propos? Oui, moi, je connais un peu la classe politique comorienne, que je pratique en guillemets depuis une trentaine d'années. Et ce qui est frappant, c'est la sorte d'entêtement qu'il y a chez la plupart d'entre eux. Lorsqu'ils ont une conception, ils s'arrêtent à cela. Et ce qui me frappe, c'est la faiblesse de la culture démocratique. La probabilité qu'on puisse perdre de pouvoir une fois qu'on est au pouvoir, c'est extrêmement compliqué dans la tête de beaucoup des dirigeants comoriens. Et par conséquent, à partir de là, on conteste la réalité. On conteste des choses que tout le monde voit, comme vous l'avez rappelé, d'une part. Mais en même temps, quand on veut une bonne alternance, il faut que la classe, l'opposition, elle-même soit aussi à hauteur. On revient toujours à la même situation. L'opposition elle-même n'est pas à hauteur, ce qui fait que ceux qui sont en place, pour qu'ils partent, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Alors moi, je crois que c'est pas un déni de réalité, parce que pour le peu que je sais du président Azali, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui voit, qui est conscient. Mais là, il est pris dans un conflit où les Comores peuvent s'être agressés. Ne l'oublions pas. Ce qui se passe à Anjouan n'est pas une mince affaire. Il y a déjà Mayotte qui est parti. Demain, nul ne sait ce que Anjouan peut devenir. Si on écoute simplement les Anjouanais, c'est-à-dire que l'union des Comores elle-même peut voler en éclats. Donc c'est cela qu'il faut avoir. Avec ce risque de séparatisme. De séparatisme. Exactement. Il faut l'avoir, mais en même temps avoir une culture démocratique extrêmement forte. Moi, je crois que le président Azali doit être capable de discuter avec ses adversaires. Il doit être capable. Le consensus, que moi j'appelle le consensus national, ne fait de mal à personne. Ça n'arrange que l'étranger. Ça n'arrange jamais les nationaux. Ça n'arrange jamais la classe politique. Et les Comores, depuis 1975, souffrent de cette difficulté-là. Il faut qu'un jour, les Comoriens s'asseyent, ils se parlent. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation aux Comores au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, et l'opposition qui a affirmé son intention de ne pas reconnaître les résultats du premier tour, des résultats attendus d'ici vendredi. Merci beaucoup. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants.